Alain et les sabots de papa. Je préférais de loin jouer avec mon cousin Alain, et heureusement, il venait beaucoup plus souvent et plus longtemps. Combien de fois avons-nous joué ensemble aux rivières? Entre nous, ça se passait toujours bien. Entre papa et Alain, par contre, il y avait régulièrement de l'eau dans le gaz. Alain avait une fascination pour l'activité de la laiterie, en général, voire extrait de ses mémoires en fin de texte, et pour les sabots de papa en particulier. Il les empruntait souvent, sans demander. Or papa en avait un besoin impérieux pour vaquer à ses occupations dans la laiterie, dont le sol était nettoyé chaque jour avec un mélange d'eau et d'acide chlorhydrique qui détruisait la semelle de toutes les autres chaussures. Aussi avait-il strictement interdit à Alain de se servir de ses sabots. Ce matin-là, la mouleuse était-elle en panne? Toujours est-il qu'un technicien était venu et que papa et lui avaient besoin de travailler ensemble dans la laiterie. Au moment d'enfiler ses sabots, toujours placés au même endroit dans le bureau, force fut de constater que la place était vide. Papa comprit tout de suite et il sentit la colère monter en lui. Il appela Alain plusieurs fois, et lorsque ce dernier arriva, bien sûr chaussé des sabots, il ne montra pas d'empressement particulier à restituer les objets de son larcin, plutôt une certaine mauvaise humeur à les rendre. Papa n'avait pas le temps de s'occuper de lui à ce moment-là, mais il lui promit une punition dont il se souviendrait. La journée se passa. Le technicien, que nous connaissions bien et qui venait de Suisse, chaque fois que la mouleuse Kustner avait un problème ou besoin d'un entretien, déjeuna avec nous, et l'après-midi, les deux hommes vaquèrent à leurs occupations, Alain et moi à nos jeux. Puis M. G, qu'entre nous nous surnommions M. Bibèche, à cause de l'accent suisse avec lequel il appelait notre petite chienne épagnole breton Bibiche, repartit et papa convoqua Alain. Il lui dit qu'il aurait souhaité ne pas en arriver là, qu'il n'avait pas l'habitude de battre les enfants. En effet, il n'a jamais porté la main sur moi, contrairement à maman qui n'en abusait pas mais lâchait parfois une gifle. Mais que, comme il ne comprenait visiblement pas d'autre langage, il allait lui donner une correction dont il se souviendrait. Là commencèrent à pleuvoir sur Alain une série de gifles accompagnées de remontrances. Il eut les cheveux et les oreilles tirés, puis d'autres gifles, des coups de pied au derrière. Cela dura plusieurs minutes qui me parurent une éternité. Pendant qu'Alain cherchait à se protéger le visage en poussant des aïe et des ouïes, je restai d'abord choqué, puis je me mis à pleurer en suppliant mon père d'arrêter. Mais il continuait systématiquement à frapper. À un moment, il s'arrêta et dit « Je pense que ça devrait suffire ». Alain pleurait, et moi, j'étais complètement traumatisé. Le comble est que je le suis encore un peu lorsque j'y repense, alors que Alain a complètement oublié cette histoire. Je n'ai jamais vu papa frapper qui que ce soit. Il avait l'autorité naturelle, et, quand il élevait la voix, tout le monde filait. Alain, auquel ma sœur a rappelé récemment cet épisode, a totalement oublié cette mémorable correction subie suite à cette désobéissance. De son côté, il livre le souvenir qu'il garde de ses séjours dans notre village des Rivières. J'ai passé là de nombreux étés. Mon oncle était directeur d'une laiterie qui jouxtait la maison d'habitation. C'était pour moi une attraction majeure. L'activité avait lieu le matin. La tournée du ramassage du lait terminée,
Les camions rentraient dans la cour et venaient se ranger le long d'un quai à hauteur. Le chauffeur déchargeait les bidons dans un tank, une grande cuve en inox, où l'on venait puiser le lait pour le centrifuger, afin de séparer la crème du lait et la mettre dans la baratte. À force de rotation, la crème était transformée en beurre avec un résidu, le petit lait, qui était évacué. À l'aide de grandes spatules de bois, on récupérait le produit qu'on plaçait dans l'entonnoir de la vis sans fin, qui alimentait la mouleuse empaqueteuse. Cette machine sophistiquée transformait le beurre issu de cette vis sans fin en plaquettes et assurait l'empaquetage dans du papier aluminisé au logo de la laiterie. Mis en carton manuellement, l'expédition pouvait avoir lieu après stockage dans les frigos. Ce processus industriel me fascinait et je pouvais passer de longs moments derrière la porte vitrée du bureau qui donnait directement dans l'usine. Là encore, c'était trop dangereux pour un enfant et y pénétrer nous était formellement interdit. Le sol, carrelé, était particulièrement glissant et nettoyé à grande eau, et mon oncle passait du bureau à l'atelier, de ses chaussons à ses sabots, pour surveiller le processus. Vers 13 heures, le silence revenait, et dans l'après-midi, mon oncle investissait son bureau pour faire ses comptes. J'admirais la vitesse à laquelle il additionnait les chiffres, reportant avec son crayon les sommes en bas des colonnes. Une vraie machine à calculer. On se contente de peu quand on est petit, et un objet, sur ce bureau, attirait toute mon attention, le taille-crayon. Fixé sur le bord du plateau, il possédait une manivelle pour entraîner le mécanisme et un réservoir pour les rognures. J'aurais passé ma vie à tourner la manivelle. Sauf qu'après avoir réduit un crayon à sa plus simple expression, je me vis interdire de toucher à nouveau à ce miracle de la technologie.